Oui, bonjour. On est dimanche le 2 juin 2013. Alors j'avais dit que je ferais cette vidéo dès que possible et donc c'est une vidéo du vendredi, mais la voilà qui est faite un dimanche matin. Et ça c'est parce que j'ai participé à ce colloque qui s'appelait la démocratie enrayée à l'Académie royale des lettres, des beaux-arts, des sciences et des technologies, si j'ai bon souvenir, de Belgique. Et donc là, ça a commencé jeudi soir. Moi, j'ai parlé vendredi matin, mais j'ai tenu à assister à l'ensemble des présentations parce que je voulais vous faire une revue d'ensemble. Alors, vous vous souvenez comment ça a commencé, c'est-à-dire que j'ai reçu une lettre, je crois que c'était en octobre ou en novembre de l'année dernière, me disant qu'on aimerait bien que je participe à ce colloque de l'Académie royale belge. Alors, j'étais un peu surpris, je n'avais jamais encore eu de contact avec eux. Et on me demandait très gentiment, très poliment, si je voulais bien traiter de ce sujet. Je ne me souviens plus exactement de l'intitulé, mais enfin la démocratie, otage de la finance. Alors, une fois que je me suis fait confirmer que c'était bien à moi qu'on s'adressait, j'ai accepté volontiers l'invitation. Quand j'ai reçu le programme, c'était, je ne sais pas, il y a un mois ou deux, et j'ai regardé, je me suis pas vu sur le programme, et je me suis dit, bon, voilà, il y avait effectivement un malentendu. Et c'est parce que je n'avais pas pensé à regarder ce qui se passait en pole position. Et on avait eu la très grande amabilité de me mettre là. Voilà. Alors ça s'est très bien passé. Avant d'en faire le compte rendu, je voudrais quand même dire une petite remarque. C'est la chose suivante, c'est que plusieurs de ces personnes, de ces académiciens, m'ont approché pendant ces journées pour me dire qu'ils avaient lu mon livre Comment la vérité et la réalité furent inventées, publié en 2009. Alors, l'événement est suffisamment rare pour que je le mentionne. Vous vous souvenez peut-être, c'est un livre qui a été publié, publié dans une collection prestigieuse, mais malgré tout le prestige de la collection, à mon souvenir, aucun anthropologue, aucun de mes collègues anthropologues ne l'a jamais mentionné. C'est passé, c'est peut-être passé loin au-dessus de leur tête. J'appelle ça moi de l'anthropologie des savoirs. Et comme je suis le seul à en faire, il n'y a pas tellement de, comment dire, il n'y a pas tellement de spécialistes de la question qui pourraient en parler. Et du côté des philosophes, vous vous souvenez, il y a eu quelques réactions ce qui se situait quelque part entre la perplexité et la consternation. Et encore, on peut les compter vraiment sur les doigts d'une main ou même sur les doigts d'une demi-main. Il n'y a eu qu'un compte rendu favorable par Vincent Engerix, d'ailleurs, que j'ai repris sur le blog. Et voilà. Alors, bon, quand on vient me dire d'une académie qui n'est pas faite que de personnes qui s'intéressent à des sujets, comment dire, relativement éloignés des préoccupations des gens, ça me fait plaisir. Bon, c'est un bon endroit, pour être lu, et c'est toujours un bon endroit pour recevoir des compliments. Ça fait toujours plaisir. Alors, ces journées ont été extrêmement intéressantes. Il y a certains exposés qui étaient un petit peu plus périphériques, c'est-à-dire que ceux qui considéraient qu'il n'y avait pas vraiment de problème avec la démocratie ou des problèmes, je dirais, vraiment accessoires, ce n'est pas entré véritablement dans le cadre général. Il y a un monsieur qui s'appelle Fishkin, qui est un professeur américain, qui est venu nous expliquer tout à fait guilleret qu'il avait, sans le faire exprès, il avait réinventé la démocratie grecque. Alors, il nous expliquait démocratie délibérative, comment on fait ça. Il nous expliquait donc on prend par échantillonnage et puis on rassemble les gens et les gens sont très contents qu'on leur demande leur avis et du coup ils se passionnent pour le sujet. Alors il y a quand même eu quelques questions qui ont été posées dans l'assemblée. Une, par exemple, que se passe-t-il? Comment on prend des échantillons, je ne sais pas, disons de quelques centaines de personnes sur des populations qui représentent plusieurs millions?
la personne qui a posé la question disait oui, on est tout à fait certain qu'on peut effectivement intéresser les quelques personnes qu'on a attirées dans l'échantillon, mais ça laisse quand même ouverte la question des millions à qui on ne s'est pas adressé et qui ne sont pas nécessairement plus passionnés qu'ils l'étaient avant. Donc à ça, M. Fishkin n'a pas pu répondre. Et il y a une dame qui a posé la question aussi, est-ce qu'on peut vraiment envisager ça pour les décisions importantes? Est-ce qu'on peut vraiment envisager de tirer au hasard un échantillon de 100 personnes dans une population pour déclarer s'il faut faire la guerre avec un voisin, oui ou non? Et là aussi, il est resté un petit peu, on avait l'impression qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à cet aspect de la question qui est pourtant un aspect essentiel. Le plus inquiétant, évidemment, c'est le fait qu'un professeur de Stanford ait travaillé sur ce sujet de la démocratie délibérative pendant des années et des années, au point qu'en dessous de l'écran, il était mis Registered Trademark, c'est-à-dire qu'il avait apparemment déposé, pour se faire protéger par le système juridique, l'appellation délibération, c'était quoi, je ne sais plus exactement l'expression, mais enfin, débat fondé sur la délibération, deliberative polling, c'est-à-dire échantillonnage de sondage d'opinion sur la délibérative. Alors qu'il ait pu faire ça pendant des années sans savoir que il y avait peut-être des Grecs qui avaient fait ça dans l'Antiquité, qui est quand même une chose relativement connue, c'est un petit peu inquiétant. Ceci dit, l'ensemble, la quasi-totalité des intervenants, et là je parle de M. Amartya Sen, le prix Nobel d'économie, mais enfin pas un prix d'économie, Nobel d'économie de la famille des Friedman et autres von Hayek, non, de la famille plutôt de Madame Orstom ou de Monsieur Stiglitz, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent véritablement et qui ne sont pas des ennemis du peuple en plus. Alors lui, il est intervenu, la plupart des gens sont intervenus, c'est une véritable révolte contre la Commission européenne. Je vous avais dit que moi j'allais faire une introduction, que ma phrase de conclusion serait quelque chose d'assez méchant sur sur la communauté, sur la Commission européenne. Ça n'a même pas été nécessaire parce que tout le reste des autres personnes ont parlé de ça. J'ai préféré me concentrer sur d'autres sujets. En particulier, j'ai tiré un beau parti de cette réflexion de Cédric Mas qui est apparu sur le blog consacré au passage insensible, à l'invention du servage à la fin de l'Empire romain, parce que le parallèle s'impose. Donc moi je dirais, attaquer cette Commission européenne, FMI, Banque mondiale, consensus de Washington, école autrichienne, école de Chicago, enfin toute cette bande. Je n'hésite plus à dire cette bande maintenant, puisque il y a d'augustes personnages qui avec moi, ces jours derniers, se sont élevés comme ça. Et c'est très bien sûr, que dans un organisme, je dirais, qui a une réputation, qui est représentatif, comme une académie des sciences et des lettres, on s'insurge de la manière dont ça a été le cas contre la dictature de l'ultralibéralisme. Il est bon que la révolte se manifeste à tous les étages. Quand Amartya Sen a terminé son allocution, on s'est regardé entre nous et on a échangé les propos en disant c'est pas mal, vraiment c'est pas mal que des gens comme lui, que des gens qui ont cette reconnaissance, expriment dans des propos aussi violents leur opposition à ces politiques qui nous sont imposées par des gens qui nous représentent en aucune manière. Alors, c'est bien que dans que dans des comités locaux, on s'insurge contre ça, mais c'est très bien aussi qu'à des endroits comme ça, qu'on écoute parce qu'on les regarde avec une certaine déférence, et bien que dans des endroits comme celui-là, des opinions aussi affirmées contre des excès par une petite clique dont les décisions ne sont plus jamais maintenant démenties par les faits, sont prises, et qu'on s'insurge contre cela officiellement. Il y avait des gens de la presse qui étaient là, ça va être publié.
c'est très bien. Et moi, ce matin, voilà, je vous en parle. Je vous dis que la révolte gronde également à l'Académie royale des lettres, et des arts et des sciences de Belgique contre cette dictature dogmatique, de positions dogmatiques, des positions qui sont non seulement fausses, mais qui sont aussi meurtrières et qui sont suicidaires aussi. C'est un aspect sur lequel on a insisté, c'est que ces politiques qui sont imposées, qui sont inventées par ces gens qui sont tout à fait imperméables aux faits, que c'est suicidaire non seulement pour nos cultures, pour nos civilisations, pour employer un vieux mot, mais pour l'espèce maintenant entière. Il y a eu un élément, je dirais véritablement, on en a discuté entre nous, il y avait un élément de désespoir dans ce qu'on a dit, parce que, je veux dire, il y a aussi le contraste entre le fait qu'on puisse tenir des propos comme ça à un endroit prestigieux, et que ça n'ait aucune importance jusqu'ici. Bon, alors c'est très bien que la révolte gronde là aussi, mais c'est quand même un peu inquiétant que c'est des idées, que ces critiques tout à fait justifiées, qu'ils n'en soient pas tenues compte. Il y a un professeur qui s'appelle M. Derek Gosselin, qui est d'ailleurs venu avec une proposition de passer à de changer de régime et de permettre à des gens comme nous, il l'a d'ailleurs dit, parce qu'il a fait dans sa présentation PowerPoint, il disait que les décisions importantes devaient être prises à un endroit qui se trouve juste en face du Palais Royal à Bruxelles, c'est-à-dire en fait dans l'académie où on nous trouvait, qui a proposé de remplacer le système démocratique par un comité de sages. Ça fait quand même sourire assez l'Assemblée, en particulier les orateurs, comme John Donne de Cambridge, à qui j'ai déjà fait allusion dans un billet parce que c'est quelqu'un que je connais depuis vraiment très très longtemps. John Donne lui a fait remarquer que les politiques ne sont jamais convaincus, qu'ils ne sont pas les meilleures personnes pour prendre les décisions, et que par conséquent, en plus des dangers éventuels de confier à des experts des décisions importantes, jamais la classe politique ne se départirait de ses pouvoirs en disant que ça c'est pas eux, ce n'est plus eux qui savent ce qu'il faudrait faire. Alors, donc, plusieurs jours, à mon sens, extrêmement positifs. Je pourrais parler encore de pas mal d'interventions. Je pourrais parler du professeur Michaels, professeur américain, qui a fait un exposé très intéressant sur le populisme, qui est revenu comme, bon, on est quelques-uns quand même à dire que le mot populisme est un mot qu'il ne faut pas dévoyer, ça doit être utilisé de manière uniquement polémique pour disqualifier la critique du système en place. Il est venu me dire gentiment à la fin, dire, vous savez, c'est pas par hasard que ce que vous dites et ce que je dis se ressemblent, c'est parce que ça fait plusieurs années que je lis votre blog. Et une réflexion très intéressante, en particulier aux États-Unis, la manière dont on élimine dans les analyses toute notion de lutte des classes pour en faire des problèmes uniquement de rapport entre les groupes ethniques. Bon, réflexion intéressante. Je pourrais mentionner comme ça un certain nombre de personnes, Monsieur Zarka, Monsieur Bourg, qui ont lancé des cris d'alarme dans des domaines différents. Je pense encore à quelques-uns dont malheureusement je revois bien leur visage, mais dont le nom m'échappe. Mais comme je vous le dis, dans notre très grande majorité, 2/3 ou 3/4, on a martelé le même message. Ça suffit. On va droit dans le mur, et les alertes que nous lançons depuis plusieurs années ne sont pas écoutées, sont entièrement ignorées par les gens qui sont au pouvoir. De temps en temps, moi je souligne le fait que il y a des petites choses qui passent ici et là, mais on s'est dit tout ça n'est pas suffisant. Et donc il y a un élément, je ne vais pas vous le cacher, je veux dire, moi je suis pas du genre, il faut pas désespérer bien court. Il y avait quand même dans nos discussions de couloir essentiellement l'idée qu'il n'y a en fait pas grand-chose à faire, qu'on va non seulement vers l'écroulement de notre civilisation, mais on va aussi vers l'écroulement
des conditions même de survie de notre espèce sur la planète. Alors, d'une certaine manière, bon, on se dit ça nous donne l'énergie du désespoir, mais l'énergie du désespoir, je dirais, c'est bien, mais enfin c'est pas le nec plus ultra. C'est pas le nec plus ultra. Alors on s'est dit on va réfléchir. Si on a des idées, on va quand même essayer quand même de mobiliser l'ensemble de nos efforts pour aller dans la même direction. Et en tout cas, une chose est sûre, ben, on gueulera jusqu'au bout, jusqu'à ce que je dirais, la dernière molécule d'air respirable ait disparu. On gueulera comme des putois. À moins qu'on disparaisse individuellement, c'est des choses qui arrivent avant qu'on arrive à ce moment-là. Mais en tout cas, bon, c'est il y a eu un petit peu, je dirais, un serment de dire c'est probablement râpé, mais on fera ce qu'on peut, on fera tout ce qu'on peut ensemble, en essayant de rassembler encore d'autres gens, parce que bon, il y a pas que nous. C'était une brochette intéressante. On avait rassemblé effectivement des gens qui venaient d'un ensemble de pays. C'était un bon échantillonnage. Certains ont parlé de choses plus périphériques, mais la plupart quand même ont été mobilisés, d'une part en particulier contre la Commission européenne, mais aussi contre tous ces bureaucrates qui continuent à aller droit dans le mur et qui continuent à répéter leurs dogmes, alors que ces dogmes ont été complètement infirmés par la réalité, et que le temps presse quand des chiffres sont proposés par des physiciens, par des gens qui s'intéressent à l'écologie. Il reste au mieux 2 générations. C'est vraiment très 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 court. Il faudrait vraiment que le tournant soit opéré demain matin. Ça aurait été mieux si ça avait été fait dès 2007, mais on ne peut plus tarder. On est vraiment, je dirais, on va droit vers le mur, et on est encore le bolide est encore à pleine vitesse. C'est pas donné. Voilà, alors mobilisons-nous tous, vous qui me regardez, tout le monde, parce que bon, il faut secouer le cocotier, et le plus il y aura d'endroits. Bon, il n'y a pas que dans les académies qu'on n'a pas ça. Il faut qu'on en parle absolument partout maintenant, et qu'on unisse nos efforts, ceux qui ont la conscience du danger qui se trouve devant nous. Alors, c'était pas un vendredi, c'était un dimanche matin. Mais ça ne veut pas dire que le message ne soit pas sérieux, en particulier aujourd'hui. Unissons nos efforts, il faut empêcher, c'est une question. Si nous trouvons l'opinion opposée, qui dirait que, je veux dire, bon débarras quand cette espèce aura disparu de la surface de la Terre, qui était mon professeur Lévi-Strauss, c'est une opinion possible, mais je crois pas que ce soit la meilleure. Dans la première journée, il y a eu des échanges assez vifs entre, j'oublie son nom malheureusement, mais c'est la présidente, une ancienne présidente de la Lettonie, qui a longtemps été un professeur au Québec, et Jacques Attali. Jacques Attali qui apparemment commence à se fâcher. On l'a vu sur quelques vidéos ces jours-ci. Il commence à se fâcher sérieusement. Il a l'impression lui aussi que voilà, maintenant il faut commencer vraiment à gueuler, parce que sinon sinon c'est terminé. Voilà, bon, pas vraiment un message optimiste quand on parle d'énergie du désespoir, comme je l'ai fait. Ce n'est pas comme j'ai dit, c'est pas le nec plus ultra. Enfin, passer quand même une bonne semaine. Il faut faire quelque chose. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Le moment n'est plus de réfléchir, de lire le journal en se demandant est-ce qu'il y a entreprise citoyenne, etc. On a parlé aussi des efforts qu'on peut faire, je dirais, par l'exemple. Il y a eu des propos soutenant les approches décroissantistes et ainsi de suite, les initiatives locales, mais on n'a plus le temps pour ça. Hein. Je veux dire, on n'a plus le temps de changer le monde par des efforts individuels. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les faire. La frugalité volontaire, mais c'est une très bonne chose. Ça a été inventé par les Quakers au XVIIe siècle, et ou la désobéissance civile, tout ce qui a été inventé à cette époque-là par les Quakers. Mais
mais on n'aura plus le temps par la conversion, je dirais, de simplement du voisin d'opérer le tournant qu'il faut opérer. Voilà, allez, à la semaine prochaine.